Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif, nouvelle plongée dans le Maroc d'il y a 1000 ans à peu près, toujours à Marrakech dans un très beau site avec le professeur Oujama. Je suis content à chaque fois que vous venez parce que c'est toujours un très bon moment. Merci. Alors aujourd'hui on parle de Ibn Soumart et Abdel Moumen, c'est ça? Oui. Des noms que vous avez... Enfin, on va quand même raconter l'histoire du début de ce podcast. Je vous ai posé la question un jour, des noms que nous devrions retenir comme ayant un lourd impact sur ce que nous sommes aujourd'hui. Et vous avez parlé évidemment de le Panthéon marocain, voilà. Ou même maghrébin. Le maghrébin. Et très vite dans la conversation a surgi ce qui est plus ou moins un duo, c'est-à-dire Ibn Soumart, l'idéologue al-Mohad, et Abdel Moumen, le premier grand sultan, je ne sais pas s'il faut l'appeler sultan, le émir, c'est vous qui allez me dire ça. Khalifa, voilà, de l'empire al-Mohad. Donc par où on commence cette histoire, s'il vous plaît? Alors, bonjour mes amis. Alors on vous invite, comme a dit, de replonger un peu dans cette histoire d'il y a 1000 ans, à peu près 1000 ans, et parler d'un personnage, disons, exceptionnel. Il est exceptionnel vraiment dans l'histoire du Maghreb. Il s'agit de Ibn Soumart, qui a pris le titre du Mahdi, qui est un titre chiite, mais qui est né en tant qu'Assafou. Il est né vers 1080. Il est mort à Tinmel. Il est né à Harga, c'est-à-dire Aragan, église d'Aragan, aujourd'hui dans la province de Tiznit. C'est vers l'est de Tiznit. Alors, il s'appelle Mohammed bin Abdullah bin Soumart. Mais le nom initial de son village, de sa tribu, de sa fraction, c'est Assafou. Assafou, c'est-à-dire le flambeau. On nous dit que sa maman l'appelle déjà Assafou parce qu'il a un esprit vif. Il est curieux. Il est, disons même, hyperactif. C'est de là que vient ce surnom. Ah, le flambeau. Eh oui, c'est le flambeau. Et c'est le sens de Assafou en Tamazight. Il est né dans une famille de, soi-disant, de notables du moment, des gens un peu aisés. Il y avait une mosquée, il y avait une structure agrarienne. Il est né donc dans l'espace, à l'intérieur de l'espace des Masmouda. Les Masmouda, si je la prononce comme ça, vous n'allez rien comprendre, c'est Imzoudn. Imzoudn. Vous avez encore Mzouda, Imzoudn, Timzoudine, etc. Mzouda, c'est l'opposé des Senhaja. Les Senhaja sont des pasteurs. Les Masmouda, Imzoudn, ce sont des agrariens. Le nom Amzamoud, c'est-à-dire les semeurs, c'est de là que vient Mzouda, le Massamida, les Masmouda d'aujourd'hui. Il est né donc dans le Souss où il a fait ses premières écoles, dans l'école coranique du village, l'Emsit, comme on l'appelle communément au Maghreb, au Maroc. Et après, disons, une première formation, il a voyagé. C'est l'un des tout premiers grands voyageurs du Maghreb, Ibn Soumart. Il a voyagé d'abord vers Marrakech, sous le règne de Youssef bin Tachfin, mais il a continué vers Fès et puis l'Andalousie. Il a un peu vécu dans toutes les grandes cités pour apprendre. Pour lui, l'islam doit être un projet rigoureux. Il doit être un projet où les gens n'ont pas droit à l'erreur. C'est pour cela que Ibn Soumart a essayé dès le départ de lire les textes les plus durs de la doctrine, en dehors de l'islam, etc., etc. Quand il a fini de l'Andalousie, qui ne l'attire pas beaucoup, d'ailleurs c'est sous le règne des Almoravides, il a voyagé vers la Tunisie et vers l'Orient jusqu'à Bagdad. On nous dit qu'il a appris beaucoup de choses en Orient et qu'il s'est initié en même temps à la doctrine ash'arite et chiite, c'est-à-dire deux choses de doctrine carrément opposées. L'une croit en al-Mahdawiya, la chiite, l'ash'arite, c'est la doctrine qui prend une lecture juste mais intégrale, à la fois interne et externe du texte, أي العربية القراءة الباطنية والظاهرية القراءة الباطنية والظاهرية. Étant donné que pour lui, ce qui régnait au Maroc comme doctrine, au Maghreb comme doctrine,
c'était le madhab al-Dhahiri d'Ibn Hazm, c'est-à-dire une doctrine adaptée à la situation de l'Andalousie où vivaient et cohabitaient à la fois les musulmans, les juifs, les chrétiens. Donc on ne peut pas faire une lecture ni une application rigoureuse de l'islam. Autrement, on va chasser ceux qui ne sont pas musulmans. Pour Ibn Tumart, il faudrait donc conjuguer à la fois la lecture interne et externe du texte de l'islam. Et à partir de ce moment, il va s'initier à ce qu'on appelle ilmul bayan. Ilmul bayan, c'est-à-dire l'interprétation, interpréter et exposer ses idées. De retour de l'Orient, où il a vécu à peu près 7 à 8 ans, toute son histoire, on la connaît à partir de la Tunisie, quand il a débarqué en Tunisie. Parce que... Il a quel âge là à peu près? Il devrait avoir les 27, 32 ans. Ça dépend de la date de naissance parce qu'il est mouvante, il bouge un peu. Alors, si à partir de la Tunisie, le texte d'El-Baydaq, Abou Bakr Sanhaji, qui s'appelle Kitab El-Baydaq, 2 fois traduit en français par Évariste Lévy-Provençal, et annoté plus tardivement, d'une façon marocaine, par Abdullah Ibn Mansour. Le Baydaq, il est contemporain de Ibn Tumart. Oui. Le Baydaq, c'est le disciple indirect de Ibn Tumart, parce que le Baydaq, à mon avis, il est illettré. Il est connu par son accompagnateur. Il tirait la bride de son mulet. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un de très... Entre parenthèses, pour vous dire que le texte que nous avons de Baydaq, c'est un texte plein de tamazirt, du Haut Atlas, édicté par le Baydaq en tamazirt et annoté par les étudiants de Tinmel, étant donné que le Baydaq n'a pas accès à l'écriture ni à la lecture. Ce qui fait... Donc Baydaq, il raconte en fait. Un contemporain. Abou Bakr... Non, il raconte oralement. Il raconte oralement et les autres ont noté. C'est le livre de Baydaq, à mon avis, d'ailleurs, Feu C. Sidqi, qui est un natif de pas très loin de Tinmel, avait le même avis que j'ai aujourd'hui parce que lui, il a travaillé vraiment sur le texte. Alors, à partir de ce moment, Akhbar al-Mahdi, c'est-à-dire les informations, les renseignements sur le Mahdi, commencent à partir de ce texte. C'est le premier grand texte de l'histoire du Maghreb, du Maroc, écrit et dicté au Maroc. Donc, c'est fait par les Maghrébins eux-mêmes. Donc, à partir de la Tunisie jusqu'à Bjaïa, jusqu'aux environs de Tlemcen, il a fait la rencontre de Abdelmoumen, qui est un jeune étudiant qui sera disciple et qui est projeté aller en Tunisie et puis aller jusqu'en Orient pour parfaire sa formation en matière de la science islamique. Alors, il deviendra l'accompagnateur et le futur disciple de Mahdi. Alors, ces deux hommes, l'un faqih, âgé, formé, l'autre disciple fougueux, disons même entre parenthèses, ambitieux, ils vont créer les conditions de la chute ou faire disparaître la dynastie et le pouvoir des Almoravides et créer ce qu'on appellera par la suite Ad-Dawla al-Mouhidiyya ou l'Empire al-Mouhad. Alors, Ibn Tumart, donc, on connaît ses positions par rapport à l'islam, par rapport à l'art. Il a cru quand même que tout ce qu'on appelle loisir et quelque chose comme ça, min amel al-shaytan. Pour lui, c'est une distraction qui éloigne le croyant de la vraie voie. C'est pour cela qu'il a appelé plus tard son livre A'azz ma yutlab. C'est-à-dire, voilà le comportement, ou plutôt la formation, l'initiation du vrai musulman, c'est ça, il parle de ça. C'est comme le manifeste de Karl Marx. Il vous donne le A, B, C, D oui, c'est du vrai le musulman. C'est ça, A'azz ma yutlab. La meilleure des pensées ou la des espoirs, que ça dépend. Et donc, dans la vision d'Ibn Tumart, il n'y a pas de loisir, quoi. Il n'y a pas de loisir. C'est un rigoriste, un vrai rigoriste. On nous parle d'ailleurs de Baydaq, en sortant de Salé d'aujourd'hui. Ils ont rencontré, à la rencontre d'un mariage, où les dames tapaient sur des bendirs ou des choses comme ça. Il les a prises d'elles, il les a cassées, il les a fait disparaître un peu d'une façon brutale, fougueuse, Ibn Tumart. Et même le texte est écrit jusqu'à aujourd'hui en tamazigh dans le texte de Baydaq, en insultant ces dames et les messieurs qui étaient avec eux. Doit être wanidan. Il leur a dit allez-vous-en, fils de chien. Allez-vous-en, fils de chien. Doit être wanidan, qui existe toujours dans le texte. Alors Ibn Tumart a débarqué à Marrakech en tant que jeune lauréat, doctorant de la doctrine islamique pour s'opposer un peu aux fuqaha andalous qui lisait toujours selon le madhab Dhahiri, c'est-à-dire la lecture externe du texte coranique et même du hadith. Pour les raisons étatiques et les raisons politiques, pour Ibn Tumart, il faut d'abord que l'islam avant l'État. Ibn Tashfin, si l'État et l'islam va seconder, Ibn Tumart, l'islam d'abord
et l'État après. C'est-à-dire comme ça se passe aujourd'hui dans certains pays du monde, comme l'Iran. C'est-à-dire la doctrine d'abord et la politique doit suivre la doctrine. Donc, Bint Umart va rentrer en opposition par rapport aux fuqaha malikites du cabinet de Ali ibn Yusuf en se permettant de les critiquer, de critiquer le comportement du Sanhaja d'une façon générale et comment il se comporte vis-à-vis de l'islam tel qu'il le voit Bint Umart, c'est-à-dire l'islam rigoureux, dur, concrètement, à part les loisirs, qu'est-ce qui le dérange? Où est-ce qu'il voit la déviance? À mon avis, tout ça, c'est quelqu'un qui a un projet, pour moi. Bint Umart, et c'est quelqu'un qui a un projet politique. Il est venu d'une structure agrarienne du Souss où déjà les Bédouins sont mal vus. Alors que le Maghreb ou que l'islam soit gouverné et régi et géré par les Bédouins, pour lui c'est déjà quelque chose de dégradant parce qu'ils sont loin de la culture, de l'qira'a, de l'fahm, de tout ça. Il n'existe pas chez eux. Pour lui, ils ne sont pas aptes à faire évoluer. Pas légitime. Donc pour lui, c'est un projet politique. C'est pour cela que la plupart de ceux qui ont écrit sur Bint Umart, ils l'ont appelé le réformateur. Il l'a réformé. C'est à peu près, entre parenthèses, je ne sais pas, je vais faire une petite comparaison, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est juste pour la pédagogie. C'est comme Jésus-Christ. Il a voulu réformer le judaïsme, les Juifs ont refusé sa réforme, et ça a donné le christianisme. Alors, Bint Umart a voulu réformer le malikisme des Andalous et du Maghreb, et ça a donné le malikisme plus l'Ash'ariya. Donc, il a ajouté un autre ingrédient à la doctrine existante déjà, et ça a donné ce qui existe dans la constitution marocaine et algérienne et tunisienne, l'aqid, le madhab al-maliki ou l'aqid al-Ash'ariya. Est-ce que vous pouvez décrire l'aqid al-Ash'ariya? L'aqid al-Ash'ariya, c'est l'Ash'arira, ce sont, entre guillemets, ils ne sont pas des marginaux dans la pensée islamique, mais ils ne sont pas majoritaires. C'était les gens qui critiquent de l'extérieur, mais ils n'ont jamais réussi, comme les autres, le Hanabila ou même le Khawarij, avoir un état à eux et avoir justement à mieux expliquer leur projet. Ce qui fait qu'ils ont critiqué. Et Bint Umart est influencé par ce courant parce qu'il s'opposait. C'est un courant d'opposants. C'est comme le socialisme, le communisme à un moment donné, ça donne à tout opposant une structure. Déjà une plateforme toute faite. Oui. Mais l'aqid al-Ash'ariya, l'aqid al-Ash'ariya, il n'a jamais gouverné. Les tabsit al-ashya. Les tabsit al-ashya, il corrige à peu près les points et les virgules du malikisme. Les points et les virgules, il les déplace un peu. Mais ce n'est pas le fond. C'est pour cela que je l'ai appelé un projet politique. Donc il faut s'opposer. C'est comme la démocratie en Occident. La démocratie est qu'une. À un moment donné, on nous parle de démocratie libérale, de démocratie chrétienne, de démocratie populaire. Mais si toujours on parle de démocratie, chacun l'a mélangé comme une sorte de torta ou de gamelle ou de tagine. Mais on parle toujours de démocratie. Et le malikisme, qui selon Ben Khaldoun nous dit que واستقر أهل بلاد المغرب على المذهب المالكي لأن ظروف بلادهم ومناخها وكذا وكذا وجغرافيا تشبه بلاد النجد. Pour Ben Khaldoun, c'est parce que le Maghreb ressemble à Najd que le malikisme est installé. Mais le malikisme est installé par décision, par décret de Ben Tashfin. Donc ce n'est pas, le peuple n'a pas intégré. D'ailleurs, le vieux dicton, c'est devenu une doctrine officielle, donc on ne peut pas s'opposer. On suit. Oui. Donc, Bint Umart va rentrer en débat, il va les mettre en difficulté et ils vont l'accuser de charlatanisme, de faire travailler les djinns et même de pratiquer la magie, alors que lui, il a déjà des troupes avec lui. Il a réussi quand même à convaincre les élites des Almohades, les futures élites Almohades, qui ne sont que des Msmouda de ces vallées proches de Marrakech, qui vont de Tinmel à Zat et qui vont jusqu'à Amzmiz aujourd'hui. Ils ne vont pas l'emprisonner? Si, ils vont essayer de l'emprisonner. Il a même participé à une des grandes batailles pour détrôner Ali ibn Yusuf, qu'on appelle le Bhira, ou le Tarzout, c'est le nord-est de Marrakech, où Abdelmoum a été blessé. Et Bint Umart, ils ont quitté donc Marrakech, ils sont allés vers Tinmel, c'est-à-dire le fin fond du Haut-Atlas, la gauche, c'est la route de Sousse jusqu'à aujourd'hui. Alors, ils vont créer une sorte d'état embryonnaire à Tinmel. Bint Umart va donner à sa personne le grade de imam, et il va s'appeler chez ses disciples Imam al-Mahdi. C'est de là que vient l'Imam al-Mahdi. Quand on parle de l'Imam al-Mahdi dans le Haut-Atlas, c'est le Mahdi Bint Umart. Ce n'est pas le Messie. D'ailleurs, c'est l'Imam al-Mahdi. D'ailleurs, on ne parle que
Sadipouy quelque part à Ouad Nefis ou à... J'ai une question à ce point du récit, si Mohamed. Je me pose la question. On est devant un réformateur qui se présente comme étant porteur d'une vision plus rigoureuse de l'islam et qui accuse les gens qui sont au pouvoir, donc les Almoravides, de déviance vis-à-vis de... Oui. Mais est-ce qu'on n'est pas juste dans une guerre, entre guillemets, tribale, à peu près, oui. Qui vient se peindre. Je l'ai annoncé, moi, que c'est Silim Smouda maintenant. Voilà, donc il vient se peindre avec des. Parce que bon. Je vais en parler après. Ouais. Silim Smouda qui se réveille, ils ont trouvé un leader. Voilà. Ils ont trouvé un leader. Ils ont perdu la terre, c'était toute la plaine du House, donc, où se trouve, où ils bâtissent, ils créent et fondaient Marrakech. Maintenant, ils ont quelqu'un qui parle leur langue et qui parle de leurs intérêts d'une façon indirecte. Vous allez rester des musulmans, mais vous allez échapper à la tutelle d'autres tribus qui sont les Snaja. D'accord, voilà. C'est le pays. Donc c'est une guerre de pouvoir. Alors, presque toute l'élite, les cheikhs de la montagne, se sont fédérés autour du Mahdi. Il leur a changé de nom de Ashnouri, Ashknouri, l'Akhiri, en leur donnant des noms des amis du prophète, Sahaba. C'est Omar, c'est Abu Bakr Kada, c'est Omar, c'est Ali, etc., etc., jusqu'à leur donner même d'autres beaucoup plus glorieux. C'est-à-dire qu'il a changé en même temps les noms pour faire aboutir la doctrine. Et les autres vont s'appeler Sahaba. Donc, théoriquement, pour Bentoumert, pour certains critiques dont fait partie c'est l'ancien prof de sciences politiques, qu'il a qualifié même Nabiyul al-Barabira. Et lui-même, il est de l'Khmisa, je crois, c'est Agnouch. Donc, c'est son Nabi lui aussi. Le prophète de Mazir. La fac de Casa. Alors, Bentoumert donc va former la première des grandes choses que Bentoumert a créées, c'est l'école, Tinmel. C'est l'école où il forme les futurs cadres de l'État, en leur apprenant l'arabe, Tamazight bien sûr, l'arabe, les bribes de l'islam et surtout une formation politique. Généralement, je dis à mes étudiants, donc c'est bien de le dire aussi à nos auditeurs, c'est la première école des cadres. Parce que l'étudiant vient du RIF, on le forme à Tinmel par la suite, quand l'État devient un Mouhad, il gouverne dans le Souss. Il vient du DRA, il est formé à Tinmel, il devient gouverneur de Tanger, comme on fait aujourd'hui. Là, on a fait un saut, c'est-à-dire que les Almohades sont au pouvoir, mais Bentoumert n'aura jamais le pouvoir. Oui, il est mort avant. Oui, c'est Abdelmoumen qui reprend le flambeau. Oui, c'est la suite. Mais comment Abdelmoumen, qui n'est pas de cette tribu, devient le chef de cette tribu? Alors, finissons d'abord Bentoumert, qui a fait quand même beaucoup de choses. J'ai dit qu'il a traduit le Tamazight là où je suis né. Nous avons devant ma maison, devant la maison paternelle, bien sûr, où je suis né, un cimetière qui datait du temps de Bentoumert. Il y a au milieu de ce cimetière Timzgida, c'est-à-dire la mosquée. Timzgida en Tamazight, c'est à peu près la mesquita, le masjid qui est passé par l'espagnol, je crois, jusqu'à devenir Timzgida. Tous les Mazirans du Sud parlent de Timzgida aujourd'hui. Quand le Beydaq est venu jusqu'à 7, il y a une doute. Ce qui fait, c'est quelqu'un qui a quand même voyagé pour faire fédérer les Msmouda et les pousser à se révolter, à constituer un bloc contre l'État des Almoravides. Donc, Bentoumert, il a endoctriné toute une population, ou du moins l'élite, il leur a laissé un projet. Le premier grand projet qui existe jusqu'à aujourd'hui, et même avant Lénine, c'est que Bentachfine, comme j'ai dit auparavant, a gouverné selon la mode d'un pouvoir horizontal. Toutes les tribus sont représentées à égal. Les chefs de tribus sont égaux entre eux. Mais Bentoumert va créer une hiérarchie. C'est un pouvoir pyramidal. L'imam, c'est lui-même, il m'a dit, est au sommet. Immédiatement, le khalifa. Khalifa, ça ne serait pas la suite Abdelmoumen. Mais la hiérarchie, quand vous voyez la hiérarchie, il y a sa famille d'abord, sa tribu. La première grande tribu, c'est les Soussi, les Argan. En bas, le Mouahidoun, c'est-à-dire les disciples directs, etc., le Masamida, ou Ammat Nas, ou Baqiyat al-Qabaïl. Si vous prenez cette structure, c'est la structure de l'Église, c'est la structure de l'Empire byzantin. C'est la même structure, il y a toujours la famille en haut, il y a même le pouvoir britannique avant la réforme et la révolution, il est constitué pyramidal. Et je crois que c'est la pyramidale, il date du temps des pharaons en tant que modèle de pouvoir. Bentoumert donc va mourir avant la conquête de Marrakech, et Abdelmoumen, Suznati, qui est né pas très loin entre Tlemceni et Mouaskar, dans un pays qui s'appelle Nadroma. Dans l'ouest algérien.
Oui, c'est un Algérien d'aujourd'hui. D'ailleurs, à Tlemcen, il a une grande statue d'Abdelmoumen avec toute sa biographie. On réclame. Oui, bien sûr. Qui est Znati, c'est-à-dire qu'il n'est pas de la même tribu, de la même confédération que les musulmans. Mais Abdelmoumen, qui est quelqu'un de valeureux, de très intelligent et en même temps de subtil, et un très bon organisateur. La première des choses qu'il a faites, c'est qu'il s'est marié de la fille du principal cheikh d'Imsmouda, qui s'appelle Abou Hafs Omar al-Hentati. Le père. Oui, il devient son beau-fils, l'autre devient. Alors, ce Hentati, c'est le chef de Ramat, l'ancien chef de Ramat, la famille qui régnait à Ramat. Inten, parce que le Ha, c'est Al en hébreu. Inten, c'est-à-dire les plus anciens, les plus enracinés. C'est ça, Inten en Tamazir. Alors, il va magnifier à la fois la doctrine de Bint Umar pour qu'il soit accepté. Et comme il a conquis Marrakech, c'est son égide comme général, comme chef d'armée, il a conquis Marrakech, c'est lui qui a permis quand même la disparition, qui est venu à bout de la dynastie et de l'état du pouvoir almoravide, quand même avec beaucoup de difficultés, beaucoup de sang, etc., etc. Entre parenthèses, Abou al-Abbas Sibti a refusé de rentrer à Marrakech et il s'est laissé mourir Fawqa Jabal Guiliz, le Guiliz de la montagne, le rocher au fin fond de Guiliz aujourd'hui. Parce que pour lui, ce que fait Abdelmoumen n'est pas musulman, n'a rien à voir avec l'islam, etc. On dit, enfin, c'est écrit quand même chez Ibn Abdelmalik et les autres. Donc, c'est plus tard qu'on va l'amener pour l'enterrer, l'annexe de Marrakech, qu'on appelle aujourd'hui Zawiya al-Abbasiyya. Alors, Abdelmoumen donc va créer, la première des choses, c'est prendre le pouvoir d'une façon à la fois intelligente et militaire. Il l'a pris en essayant de réintégrer le reste d'une certaine élite andalouse qui est malmenée pendant les derniers moments de l'Empire almoravide et les intégrer à son pouvoir, mais principalement, c'est les Masmouda qui deviendront les ministres, qui deviendront les gouverneurs. Lui, il devient une sorte de chef suprême. Mais ce Abdelmoumen qui est ambitieux, il va créer Bentashfin Italie en Andalousie. Lui, son projet, c'est aller vers l'Orient, c'est-à-dire aller vers l'Est du Maghreb, jusqu'à Tripoli. L'extension de l'Andalousie jusqu'à Tripoli, il va créer le plus grand empire que le Maghreb a vécu. C'est Abdelmoumen Ben Ali, El Goumi, Znati, etc., qui a créé ces conditions. Et quand on parle aujourd'hui du Maghreb, c'est principalement l'œuvre de Abdelmoumen. C'est lui qui a grandi le Maghreb. Bentashfin, c'est l'Andalousie. Bentashfin, c'est l'Andalousie, mais Abdelmoumen, disons le projet de Bint Umar, Abdelmoumen, il a grandi. Il va créer comme le reste des chefs de tribu devenus des princes ou des khalifas ou du roi, tout simplement pour que les auditeurs comprennent. Il a créé dès le lendemain un pouvoir héréditaire. Donc il va créer ce dont les historiens parleront, Dawlat l'Abdelmoumeniyin, Aznatiyin. C'est plus tard qu'on va laisser l'Abdelmoumeniyin, Dawlat Bani Abdelmoumen, pour Dawlat al-Mouahidin. Pourquoi les deux? Les deux, ils ont quitté alors, le label tribal, les Sanhaja et les Msmouda, pour parler des Morabitines, les Almoravides, Ahlul Ribat, et des Mouahidin, ceux qui déclarent l'unicité de Dieu. Parce que dans l'accusation de Bint Umar au pouvoir almoravide, l'autre projet, c'est-à-dire que vous criez des dieux à côté de Dieu. Et surtout le problème des femmes venues du désert qui marchaient à Marrakech, sans foulard sur tête ni sur leur bouche et leur jus. Pour lui, c'est la fin du monde. D'ailleurs, dans sa région natale, le Souss, il y a le Melhaf jusqu'à aujourd'hui. Alors, Abdelmoumen donc va agrandir l'empire, il va centraliser le pouvoir et il va défendre l'Andalousie. Malheureusement pour lui et pour nous aujourd'hui, il est mort quand même, Abdelmoumen, assez tôt. Il est mort à 70 ans, mais avec quelques 16 ans, 17 ans de pouvoir. 17 ans de pouvoir, c'est à peu près comme son petit-fils Yaqub al-Mansour. C'est juste 19 ans de pouvoir. Mais ils ont créé des choses tellement solides, profondes, consistantes, qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Si vous lisez aujourd'hui les constitutions, comme je disais tout à l'heure, vous allez trouver quand même que le makhzen, il est élargi. Le makhzen al-Mouravid, il est un peu restreint. Le makhzen al-Mouhad, il est beaucoup plus élargi. Il a intégré cette notion d'urbanité et cette notion de citadinité basée sur les agrariens et non plus sur le kharaj venu d'ailleurs de l'Andalousie, etc.
Et Abdelmoumen, malheureusement pour lui, est souvent ignoré pour les élites. Parce que Yaqub el-Mansour apparaît beaucoup plus apparent que son grand-père, parce qu'il a créé beaucoup de choses. L'État, le Makhzen, proprement parlé, il est de Yaqub el-Mansour, parce que c'est lui qui l'a ouvert, c'est lui qui a permis, bien sûr, le troisième prince, c'est toujours celui qui profite des prémices du pouvoir, ce qui ont fait ses ancêtres. Lui, il en profite largement. Alors, ce Abdelmoumen, il faudra donc s'intéresser à lui. D'ailleurs, c'est Abdellah Gunnoun et même l'encyclopédie du Maroc, le Ma'lama, on a écrit des choses très intéressantes pour expliquer à la fois le phénomène Abdelmoumen, qui est venu de loin, mais qui est le disciple de Ibn Tumart quand même, et qui a réussi à maintenir, à créer les conditions d'un pouvoir pérenne qui a duré quand même pas très loin de 2 siècles. L'Empire almohade, il a duré grâce à Abdelmoumen, et puis l'extrême majeure partie de son temps, c'est la guerre, mais il a créé quand même les conditions. C'est comme Napoléon, ou Jules César, les autres, il faut d'abord des guerres, il faut stabiliser. Moulay Ismail, il a mené les guerres pour unifier ou détruire un Maroc le reconstituer, mais il n'a pas fini le boulot. Tout simplement, c'est la critique que je fais, pas la critique, à la personne, c'est des conditions historiques. Abdelmoumen, quand même, il a réussi à créer ce grand Maghreb dont tout le monde parle, alors c'est à ce moment qu'il existe. Si vous étalez la carte de l'Empire almohade, il vous posez l'État mérinide et même l'État alaouite, vous allez vous trouver entre 14%, 15%, jusqu'à 18% de la superficie, en partant du Maroc. Le reste, ce n'est plus le Maroc, c'est la Mauritanie, c'est l'Algérie, c'est la Libye, c'est une partie de la Libye, et c'est la Tunisie. C'est ça les empires. C'est l'Espagne. Le Moyen-Âge a permis... Et c'est l'Espagne aussi. C'est l'Espagne, c'est le Portugal. Et voilà. Et j'espère que nos auditeurs vont prendre goût à l'histoire, quand même. Là, ils ont goût à l'histoire. Au lieu que ce soit juste pour les spécialistes. La culture, l'histoire se base sur la culture des gens doit se baser sur l'histoire. Parce que l'histoire, c'est le temps et l'espace, pas plus. On commence avec une doctrine très dure, celle de Ibn Tumart. Oui. Et d'après le professeur Triki, vous devez connaître, à l'exercice du pouvoir, on s'éloigne assez vite de la doctrine. Et cette dureté disparaît un peu avec le quotidien et la réalité de son application. Est-ce que vous confirmez? Mais au lieu de vous répondre, je vais vous faire un peu. Dans la langue arabe, il y a un très joli poème, 2 petits vers poèmes. On parlait de Abdelmalik ibn Marwan. Il a fait appel à un poète bédouin du sud de la Jordanie aujourd'hui. On lui a dit que c'est un poète comme ça. Il a dit, vous l'invitez au palais. Il est venu pour lire son poème devant le khalifa. Alors, il a utilisé sa culture, c'est du bédouin, pour parler des plus forts bonhommes du moment, Abdelmalik ibn Marwan. وقال له أنت كالكلب في وفائك للود وكالتيس في قراع الخطوب. Donc il a, pour glorifier Abdelmalik ibn Marwan, il a fait sa comparaison de sa fidélité avec le chien et sa force avec les cornes d'un bouc. Alors, le sultan, enfin le khalifa, dit voilà mené à Roussafa. Il l'a installé dans le palais pendant quelques mois, il est revenu. Et là, sa poésie a changé. Il a dit عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. Voilà le bonhomme qui parlait du chien pour comparer le khalifa. Et aujourd'hui, il parle de la beauté des yeux des femmes, de l'eau, de la verdure, des jardins. Et c'est ça le changement. Quand l'État, les premiers, ils vont souffrir, c'est les doctrinaires. Ils sont rigoureux, c'est comme Lénine et Staline. Après, ça doit s'ouvrir obligatoirement, disparaître. Et le fait d'intégrer toute une élite et les princes soient nés dans des villes comme Marrakech, comme Cordoue, comme Ceuta, les gouverneurs sont nés à Fès et à Marrakech, la nouvelle élite n'a plus le même repère tribaux purement durs et purement et durement comme leurs ancêtres, comme leurs parents, dont le référent était la morale et les us et coutumes de la tribu, mais eux aujourd'hui, c'est autre chose. C'est l'État, ça change. C'est comme si vous passez de... Non, parce que les Almohades ont laissé cette image très dure, un peu extrémiste, rigoriste. Ceux qui critiquent les Almohades, d'après moi, c'est d'abord les Espagnols, les historiens espagnols, et les Juifs, y compris les Juifs marocains. Parce que c'est Yaqub el-Mansour, c'est lui-même, le grand Yaqub el-Mansour, qui a créé une tenue spéciale pour les Juifs pour qu'ils soient apparents
dans les souks, dans les marchés. C'est une demande du fuqaha. Il a cédé, comme il a cédé sur beaucoup de choses, le fuqaha. Yaqub al-Mansour, pour en parler encore. Le petit-fils de Abdelmoumen. Le petit-fils de Abdelmoumen. Entre les deux, il y a Youssef Yaqub. Voilà. Exactement. Il lui a dit هل يجوز لغير المسلم أن يملك في دار الإسلام؟ C'est la propriété. وزرب قال لهم لا، قال لهم ما شأن اليهود؟ هذو راه ماشي مسلمين. هنا ولا عندنا المشكل ديال اليهود اللي كانوا كيملكوا البلاد وكاينين هنا دوبي اكستون وعندهم اراضي وفلاحين الى اخره. هذا الرد السريع سيت فاسون دو ريبوندر ايميدياتومون a créé chez nous Yehud Sultan. Ils doivent être soumis directement à la tutelle du khalife Yaqub al-Mansour. Et presque, ils ne vont plus avoir accès à la terre directement. Ils la possèdent indirectement avec les tribus, les gens, les douars, etc. Comme ça se passe un peu partout dans le sud du Maroc. Et ils quittent un peu le territoire agrarien pour s'installer dans les villes. On a créé les conditions de quitter la diversité rurale pour une urbanité de Mellah. On a créé les conditions. Et bien c'était ça. Ce n'est pas une erreur, mais c'est une politique d'un moment. C'est l'équilibre du pouvoir. Le fuqaha, le pouvoir, on en a besoin. À des moments donnés, il leur fait plaisir quand même. Ils cèdent, il leur donne une part de ce qu'ils demandent. Non, mais parce que mais le rigorisme de Bentemert, il va disparaître juste avec Abdelmoumen. Ce pas des sultans absolus, c'est-à-dire qu'ils doivent céder. Et la politique, c'est ça. Oui. Il faut faire la part des choses, comme on dit. Abdelmoumen, c'est aussi le moment où l'empire almohade a une énorme puissance financière. Oui, bien Je sûr. crois que le dinar ou le drhem, c'est un dinar almohade est encore. Oui, quand vous gérez un espace énorme où il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a de l'agriculture. Il était la devise de l'époque. Il y a des gens qui produisent. Il y a la paix. Il n'y avait pas d'opposants au départ. Ce que les gens produisent. L'intérêt de la paix, c'est qu'il permet la stabilité à la fois du pouvoir et la réactivation de l'économie, disons même l'essor de l'économie. Et quand l'économie marche, l'État gagne. L'État gagne parce que les revenus, l'assiette on l'appelle aujourd'hui l'assiette fiscale augmente. Et ça permet de bâtir la Koutoubia ou les ponts ou même Yaqub al-Mansour, pour en parler encore. C'est grâce à une économie florissante qu'il a pu créer la première grande armée de métier qui a disparu avec lui d'ailleurs. Qui a disparu avec c'est Yaqub al-Mansour. Yaqub al-Mansour. Et on est revenu à l'armée tribale. C'était ça. Il y a également une puissance, alors ça surprend beaucoup, c'est une puissance même navale à l'époque des Almohades. Oui, ils avaient tout. L'Empire almohade, il a stabilisé l'Andalousie, quoiqu'il commence à la perdre déjà en 1212, ce qu'on appelle Ma'arakat al-Uqab ou al-Iqab, tout dépend comment vous l'allez, comme quoi le sultan est sorti un peu de limite du droit canonique, donc Uqiba, donc punition. Etc. Ce que fait la politique, c'est ça. Vous gérez et vous créez quand l'économie est stable et les gens sentent que c'est dans leur intérêt. Donc ils participent d'une façon ou d'une autre. Du moment qu'il y a la crise, une crise quelconque, Jaïha ou quelque chose comme ça, les gens payent moins parce qu'ils produisent moins. Et le trésor public souffre. Donc, il n'y a plus d'entrée d'argent pour faire quoi que ce soit. Non, mais à part le côté stable, etc., avec le duo Ibn Soumert et Abdelmoumen, on passe de la doctrine à la politique, oui. À la politique, au développement et même à la construction. Oui. On est déjà plus vraiment dans le tribalisme, vu que... La civilisation urbaine, c'est commencé par l'Andalousie et surtout commencé par les Almoravides, a permis de créer un flux de population qui quitte pour des raisons commerciales et autres. Les seigneurs, qui est devenu une tradition marocaine jusqu'à une date récente, les seigneurs des contrées lointaines, parfois achètent une maison, construisent une maison à Marrakech ou à Fès. Et parfois, ils prennent une deuxième épouse, qui est Fassi ou Marrakchi, et qui va donner naissance à des Marrakchi ou à des Fassi, et non plus à des Soussi ou à des Fileli. Et c'est cette tranche qui va devenir une sorte à la fois de garantie et d'otage. Parce que le sultan, si jamais un seigneur de la montagne se révolte, il a une partie de sa famille à l'intérieur de la cité. Et c'est pratiqué par Charlemagne, c'est pratiqué par Jules César et c'est pratiqué par les pharaons. Ouais, j'aime beaucoup cette façon simple de nous raconter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à notre grand public. Et aimez l'histoire pour qu'il vous aime.
La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.